grand bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Merci d'être en notre compagnie. C'est Matin Bonheur qui commence ici. Aujourd'hui, j'aimerais avoir une pensée pour tous les Sadio Mané, c'est-à-dire toutes ces personnes plébiscitées, aimées, qui font du bon travail, mais qui ne sont jamais récompensées par les statistiques, par les sondages. Ces hommes, ces femmes qui travaillent dur, mais qui, souvent de fois, sont oubliés. Courage, soit dit en passant, à notre Sadio Mané. Et puis, on salue comme ça toutes ces personnes qui grouillent. Merci d'être en notre compagnie aujourd'hui. C'est le mercredi. Mercredi, on parle de famille et on aura un thème vraiment qui va faire parler. Bienvenue. Bonjour, ma très chère Polo. Bonjour Cécé, bienvenue à tous. Merci de nous accompagner pour ce début de matinée-là avec votre programme. Marcelin l'a annoncé, on parlera en thématique d'un sujet très important en compagnie du docteur Eunice Teloro qui est experte en la matière. Le thème, c'est les violences sexuelles exercées sur des enfants. Oui, c'est le cas aujourd'hui, malheureusement, c'est légion de trouver des personnes qui abusent, qui violent des enfants. Et aujourd'hui, nous avons décidé de toucher du doigt ce problème-là, essayer de l'endiguer, pourquoi pas. Absolument. Et puis, on va voir tous les contours avec Eunice Teloro. C'est une dame très avenante et très touchée, qui aime beaucoup les sujets relatifs à l'enfant sur toutes les chaînes internationales. Elle nous fait l'honneur de sa présence aujourd'hui grâce à la dextérité donc, de notre rédactrice en chef qui est en studio. Allez, Matin Bonheur commence avec l'image du jour que nous proposons maintenant. Allez, on vous dépose. Oui, on nous dépose avec cette R9, c'est ça, la R7 plutôt, je pense. Oui, parce que je me rappelle que dans mes années de collège, on me déposait comme ça à l'école. Dans les années 50. Non, pas 50. Oui, mais je suis en réincarnation actuellement. Je suis en réincarnation, ne vous inquiétez pas. Voilà, c'était l'image qu'on avait pour vous, un âne qui tire une voiture assez atypique. Voilà, mais voilà, c'était juste pour vous apporter le sourire dès le réveil. Alors, sinon aujourd'hui, nous sommes le 4, c'est ça, hein, le 4 décembre. Le 4 décembre, ça passe tellement vite. Dans 20 jours, c'est le réveillon. Vive le vent, vive le vent, vive le vent du soleil. Non, vive le vent de l'Harmattan. On va changer la chanson. Allez, j'espère que ça se passe bien, les préparatifs au niveau des fêtes, que vous avez un peu le sapin déjà, ou bien un peu mis quelque chose de côté. Commander les dindes. Commander les dindes. On n'a jamais goûté votre dinde l'année passée. Ben, hein. oui, Soit dit en passant. Bon, cette année, je promets, j'offre la dinde à ma très chère. Ah, c'est super. Et je vais vous faire une bonne dinde fourrée. Ne vous inquiétez pas. Passée, elle m'a tellement gâté avec les soupes, tout ça. Mais vraiment, cette année, je rends la dinde. Merci, mesdames et messieurs. Dans un instant, on aura l'information. C'est Christelle Akoussa qui réalise cette émission avec toute l'équipe de la bande joyeuse là-haut. Régis va arriver d'un moment à l'autre. Il peut venir maintenant même. Il peut venir pour nous parler des principales articulations qui rythment, bien sûr, l'information. Régis Kofi, c'est dans une poignée de secondes. Exactement. Et on aura d'autres intervenants dans cette matinale. Notre contorsion du jour nous mènera dans la chronique coaching. On parlera de coaching de nutrition. Voilà, c'est à la mode maintenant, se faire accompagner pour son régime alimentaire, de quoi être bien dans son corps et dans sa tête. Voilà. Et puis Lassina Ouattara sera avec nous également dans le vrai ou faux avec Lassina Ouattara. Et là, on va parler aujourd'hui des infox dans le domaine de la santé. Parlons d'informations, mais de vraies informations, assermentées, habilitées, c'est avec Régis et c'est maintenant. Bonjour Alix, bonjour Marco, madame, monsieur, bonjour. Bienvenue dans ce premier point de l'actualité. Le retour du président de la République de Dakar, Alassane Ouattara, a regagné Abidjan hier après avoir pris part à la conférence internationale sur le développement durable et la dette soutenable et présidé le 22e sommet extraordinaire de l'UEMOA à Dakar au Sénégal, des assises tenues dans un contexte marqué par les menaces à la paix et à la sécurité. Jérôme Kofi Aboulin. L'insertion sociale des personnes handicapées est une priorité selon le Conseil national des droits de l'homme. Le CNDH s'est rendu hier aux côtés des élèves atteints de handicap, ce dans le cadre de la quinzaine des droits de l'homme. Stéphane Loboué, Eugène Atoubé.
Jour de fête à l'école ivoirienne pour les sourds à Yopougon. Enfants de cette école et enfants de l'école des aveugles ont commémoré la journée internationale des personnes handicapées. Dans un style emprunté aux rappeurs, ils ont exprimé leur reconnaissance à la communauté dans laquelle disparaissent progressivement les discriminations. On va s'égayer, c'est vrai qu'on ne voit pas, c'est vrai on n'entend pas, c'est vrai qu'on est handicapé, mais l'État ne nous a pas oubliés. Nous sommes aujourd'hui à environ 400 enfants sourds-muets qui prennent des cours avec les enfants normaux dans une même classe. Également, le recrutement dérogatoire. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 1000 personnes qui ont accédé à des emplois, qui vivent avec un handicap. C'est des faits majeurs du gouvernement à saluer. Le Conseil national des droits de l'homme a offert des présents pour les enfants de l'ESIS et de l'INIPA. Marque de soutien, mais surtout, rappel de son engagement à promouvoir les droits humains autant que les droits des personnes vivant avec handicap. Et si aujourd'hui cette frange de la population est l'objet d'une attention soutenue de l'État de Côte d'Ivoire, elle aspire à un futur encore meilleur et à une société inclusive. Il faut mettre en application le dispositif juridique qui existe. Tous les droits de l'homme, il faut pouvoir les appliquer en faveur de la population des personnes handicapées en prenant des mesures spécifiques qui s'adaptent à leur situation. L'État ne les a pas oubliés, ces personnes ont droit à l'espoir. La commémoration à l'école des sourds de la Journée internationale des personnes handicapées est une déclinaison de la quinzaine des droits de l'homme. Le Conseil national des droits de l'homme suscite une prise de conscience dans la communauté et témoigne à toutes ces personnes vivant avec handicap qu'elles comptent dans la société des hommes. L'Institut national des agents de formation des agents de santé INFAS de Korogo a fêté ses 25 ans d'existence le week-end dernier. En 25 ans, 3000 sages-femmes et infirmiers sont sortis de cette école. Ami Sissoko. Depuis 1994, ce sont plus de 3000 sages-femmes et infirmiers qui ont été formés à l'antenne de l'Institut national de formation des agents de santé de Korogo. Un quart de siècle donc que l'antenne de l'INFAS contribue à l'encadrement pédagogique et à la formation professionnelle des agents de santé des établissements sanitaires publics du pays. La célébration des 25 ans de l'établissement est l'occasion de marquer un arrêt pour apprécier le chemin parcouru, surtout pour de nouvelles perspectives. Le métier d'infirmier et de sage-femme est un sacerdoce. En tant que tel, la pratique n'admet pas les coups d'essai et l'à peu près. C'est pourquoi nous saisissons à nouveau l'occasion qui nous est offerte à ce 25e anniversaire pour vous faire la promesse de mettre à la disposition du ministère un personnel compétent et opérationnel. Ces professionnels de la santé contribuent à l'amélioration des services de soins des populations partout en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi je voudrais traduire toute ma fierté à ces ambassadeurs et ambassadrices de l'INFAS. De 78 étudiants et 5 professeurs à l'ouverture, l'antenne de l'INFAS de Korogo enregistre aujourd'hui 728 étudiants, 10 professeurs titulaires et 20 enseignants vacataires. Un parcours satisfaisant pour le ministre de tutelle, Eugène Akaolé. Je suis donc venu vous saluer, vous encourager à demeurer dans la qualité et à être en quête permanente d'excellence dans tout votre agir. Ouverte en mars 1994, l'antenne de Korogo a donc aujourd'hui 25 ans. Le bébé a grandi, le bébé est devenu majeur et a beaucoup apporté à l'État de Côte d'Ivoire en termes d'agents de santé bien formés en cette période de démarrage de la couverture maladie universelle. Tout doit reposer d'abord sur les infirmiers et les sages-femmes. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a annoncé des travaux d'extension, de réhabilitation et d'équipement de l'antenne de l'INFAS de Korogo, ce qui permettra d'augmenter sa capacité d'accueil et le nombre de filières. Les mêmes travaux sont prévus pour l'antenne de Boaké. L'antenne d'Abosso sera, elle, délocalisée sur un nouveau site bientôt dans la même localité. Voilà, c'est la fin de ce bref regard sur l'actualité nationale. Nous serons de retour à 6h30. Merci Régis. Et voilà, avec cette dernière information qui met déjà en mouvement, on vous emmène à rester comme ça avec le coach Cool.
Coucou championne, je suis coach Koulibaly, ton coach. Ce matin, nouvelle séance de sport de qualité. Premier exercice, on va courir sur place. 30 secondes. Peu importe la manière de courir, hein. Tu peux courir comme ça, tu peux faire ça. Le plus important, cours. Ok, récupération 15 secondes. Prochain exercice, squat une main au sol. On commence comme ça. On y va. L'objectif est de mettre la main au sol pour solliciter plus le cœur. Les appuis, les talons restent toujours au sol. On garde toujours le dos bien droit. Ok, bravo. Récupération 15 secondes. Jumping jack. On y va en position 30 secondes. Regard fixé vers l'avant, réception en pointe de pied, je rentre le ventre. Cet exercice-là travaille aussi tout le corps. Ok, pause. On souffle. 15 secondes. Prochain mouvement. Très bonne sollicitation des muscles fessiers et de la cuisse. Restez bien stable au niveau des appuis. C'est tout le plat du pied qui reste au sol. Ok, descendez selon votre souplesse. Trois, 2, 1. Allez, pause. On souffle. Élévation de genoux avec 2 mains. On y va. 30 secondes. Levez les genoux le plus haut possible. Inspiration à la descente des mains, expiration à la montée des mains. Ok. Pause 15 secondes. Prochain mouvement. Ça va? Top, c'est parti. Trois, 2, 1, bravo. Récupération 15 secondes et on passe aux étirements. On grandit sur la pointe des pieds. Bravo. Très belle séance. Rendez-vous demain pour du sport de qualité.
Yeah, merci coach Lanzeni avec les deux dames magnifiques qui l'accompagnent, qu'on salue. Hein, vraiment, surtout ce latéral. Ça fait plaisir hein, de voir ces dames-là en mouvement comme ça, qui donnent de leur personne. C'est bien quoi. Ça incite les gens à regarder, pardon, à faire du sport. Alors, nous allons manger maintenant. Matin Bonheur, on fait du sport, on a l'information. Kobi Anguessan Renault est en train de se chauffer pour la revue de presse. Mais avant, si on mangeait un peu, et là, donnez-moi votre main et je vous envoie en Afrique du Sud. On y va. Chez Madiba. Eh oui, la nation arc-en-ciel nous reçoit ce matin pour le petit-déj. C'est du pape, c'est comme ça qu'on l'appelle du côté du pays de Madiba, qui est constitué de base essentiellement de farine de maïs, accompagné généralement du lait et du sucre. Et il y a plusieurs composantes, hein. Comme vous voyez, on peut le déguster soit en pâte, soit en bouillie. C'est selon le goût. On dit que c'est rempli de vitamines et ça donne vraiment de la consistance pour toute la journée. Les Sud-Africains en sont férus. La preuve à Johannesburg, à Bloemfontein, il y a énormément d'endroits les matins, généralement pour les personnes qui font du travail physique, hein, consommer le pape. Donc, on peut dire que ça fait partie de la papauté nutritionnelle du pays qu'on aime bien, la nation arc-en-ciel. Merci d'être en Matin Bonheur, mesdames et messieurs, qui se poursuit avec Christelle Akoussa et toutes les équipes qui réalisent et permettent à cette émission d'être toujours d'utilité publique. Et dans l'utilité publique, bien sûr, il y a l'information. Voici la revue de presse. Oui, ce sont des informations rendues publiques par le truchement de Renaud Kobia. Aujourd'hui, on démarre avec les États de l'UEMOA qui mutualisent leurs efforts dans la lutte contre le terrorisme. Oui, bonjour Alix et Marco. Les chefs d'État de l'organisation sous-régionale ont créé un fonds à cet effet. C'est ce que nous dit Fraternité Matin. Les dirigeants de l'UEMOA ont pris cette décision pendant le Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique qui rassemble annuellement de nombreux chefs d'État et de gouvernement africains, des partenaires internationaux ainsi que de multiples acteurs de la paix et de la sécurité. Le président Alassane Ouattara, qui a pris part à cette rencontre, est rentré hier après avoir présidé un sommet extraordinaire de l'Union à Dakar. Et on en sait un peu plus hein, sur l'expulsion de Mme Nathalie Yamb de Côte d'Ivoire. Et c'est avec le quotidien Le Jour Plus qui titre à sa une « Expulsion de Nathalie Yamb ». J'y suis arrivé. Voici toute la vérité. Pour tout savoir sur les raisons de l'expulsion de la collaboratrice de Mamadou Koulibaly, procurez-vous Le Jour Plus de ce mercredi 4 décembre 2019. Et à la une Soir Info, un prêtre est très en colère. Ce prêtre, c'est le père Benjamin Corré, curé et vicaire général de Katiola, qui est révolté par la situation sociopolitique du pays. Selon le guide religieux que cite le confrère, la plupart des actes posés par les politiques nationaux préparent le lit de révolte. Tout est désormais payant chez nous. Pour avoir un emploi, il faut payer. Dans une déclaration intitulée « Appel à la paix » dans Soir Info a reçu copie. Le père Koné appelle à une prise de conscience collective. Retrouvez ce document de ce guide religieux dans Soir Info de ce jour. Et le matin, qu'est-ce qu'il nous dit, lui? Eh bien, le matin nous dit que la commission électorale indépendante se déploie sur le terrain à travers ses commissions locales pour la révision de la liste électorale. À ce sujet, le confrère pose une question. PDCI, où en es-tu avec ta requête à la Cour africaine? On s'en souvient, le PDCRDA avait posé une requête devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples pour dénoncer la composition de la nouvelle CEI. Et pour avoir plus de détails, il faut lire le matin de ce jour. Des éléments de la gendarmerie nationale et de la compagnie nationale d'électricité pris à partie dans un sous-quartier du district d'Abidjan, Port-Boué précisément. Et c'est ce que nous apprend l'Inter avec ce titre en manchette. Des populations de Port-Boué brûlent les véhicules de la gendarmerie et de la CIE. Selon le confrère qui relate cette situation, elle est survenue suite à une opération pour interpeller des auteurs de fraude sur l'électricité. Retrouvez le récit complet de cette chaude journée dans le village d'Adjaoui-Koubé, petit village de la commune de Port-Boué. Et puis l'intelligent d'Abidjan, mesdames et messieurs, qui ouvre ses portes à un inventeur. Cet inventeur que le confrère a interviewé, c'est le docteur Gabré Siekoué. L'homme propose l'agrothérapie, une invention qui permet, selon lui, de soigner toute maladie. Pour tout savoir sur cette nouvelle approche médicale, il faut lire l'intelligent d'Abidjan. Et on en a parlé ici, hein, et ça crée la polémique d'ailleurs après la remise du Ballon d'Or FIFA.
Oui, pourquoi Messi et pas Mané? L'Afrique n'a pas voté son champion. C'est ce que Barassa 1, le quotidien sportif Super Sport. Pour illustrer ce manque de solidarité du continent à l'égard de Sadio Mané, le confrère présente les votes croisés de l'Argentin et du Sénégalais. On le voit bien à l'écran, on n'a pas l'illustration, mais il faut savoir que Lionel Messi a obtenu 187 voix contre 170 pour Sadio Mané sur le continent africain. Et pour tout savoir sur cette polémique qui enfle dans les milieux footballistiques, il faut se procurer Super Sport de ce jour. Allez, pour terminer, vous nous proposez une solution pour en finir avec une situation qui est souvent à la base de certains désagréments. Bon, c'est plutôt l'hebdomadaire de la femme Mousseau d'Afrique qui présente cette solution pour en finir avec quoi, vous savez? Non. Les odeurs sous les aisselles. Ah oui, ce serait bien. Les odeurs de Blemanou. Oui, bon, comme oui, on le dit souvent ici, les odeurs dans le Blemanou. Eh bien, je vous emprunte l'expression. Eh bien, je suis sûr que chacun de nous a déjà été confronté à quelqu'un qui avait une odeur surtout dans les bus. assez particulière aux aisselles. Surtout dans les bus. J'ai déchanté. Bon, eh bien, le confrère nous propose des astuces pour en finir avec afin de pouvoir lever fièrement les bras, hein, peu importe l'endroit où on se Blemanou feeling. sans craindre d'indisposer. Blemanou Gate. FC Blemanou. Merci Renaud. Et coucou à tous ceux qui empruntent le bus dans quelques instants. Alors, merci beaucoup Renaud. Matin Bonheur. Matin Bonheur se poursuit. Alix, où est-ce que vous nous amenez maintenant sans Blemanou? Bon, on ira au Nigeria où des jeunes filles qui sont rentrées au pays après l'échec de leur voyage vers l'Europe. Voilà ce que ça donne un peu. Gloria rêvait d'une carrière dans la mode à l'étranger. Aujourd'hui, elle travaille dans cet atelier de survêtements synthétiques. Depuis son retour à Benin City, elle coud à la chaîne pour 40 $ par mois. Comme de nombreux Nigérians qui ont tenté de fuir la misère, le voyage de Gloria s'est arrêté en Libye sur le chemin de l'Europe. Mon père pensait que si je partais, je pourrais venir en aide à la famille. Donc quand je suis revenue, je n'ai raconté qu'à lui tout ce que j'ai vécu. Quand les autres me demanderont, je ne le raconterai pas. Comme elle, 14 000 jeunes Nigérians sans éducation et bloqués en Libye sont rentrés au pays depuis 2017 grâce à un programme des Nations Unies. L'État d'Edo leur met à disposition une allocation d'une centaine d'euros environ. Pour tenter de se réinsérer, ils suivent un programme de formation. C'est une priorité pour nous de donner aux rapatriés et aux jeunes, qui sont pour certains des migrants, des emplois et des opportunités qui les intéressent. Des choses qu'ils aimeraient faire, mais pas seulement. Nous ne voulons pas seulement qu'ils soient embauchés, mais aussi qu'ils évoluent. Au Nigeria, 55% des moins de 35 ans n'ont pas d'emploi. C'est le cas de Tike, qui a tenté de rejoindre l'Europe en 2017. Malgré une formation de boucher, il est au chômage depuis son retour. C'est dans ce minuscule de pièces qu'il doit vivre avec sa femme et sa fille. Quand j'étais en Libye, je me disais « il faut que tu survives » et c'était difficile. J'ai traversé beaucoup d'épreuves, mais si j'ai pu survivre 4 jours dans le désert sans manger, alors je peux jeûner dans mon pays pendant 1 mois. Je suis mieux ici. Plus de 60 000 Nigérians sont toujours bloqués en Libye. La grande majorité d'entre eux sont dans des centres de rétention ou entre les mains des mafias et des milices locales. On ne le dira jamais assez, on est mieux que chez soi. Exactement. Et puis, c'est vrai qu'on est mieux que chez soi, mais il faut que chez soi aussi, on ait des conditions qui nous poussent à rester aussi. Parce que ce n'est pas parce qu'on est mieux chez soi qu'on va accepter de souffrir chez soi. On peut être chez soi et être heureux. Ça fait partie de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et nul n'a le droit d'être heureux tout seul. Voilà. Il faut le bonheur partagé pour tous. Alors, aujourd'hui, c'est le 4. Dans quelques instants, on aura nos chroniqueurs pour la thématique coaching. On parlera de nutrition. Aujourd'hui, de plus en plus, on tente à être vraiment en alerte quant à ce qu'on ingurgite dans nos assiettes parce que cela favorise aussi notre bien-être au milieu des uns et des autres. Entre-temps, aujourd'hui, c'est un anniversaire très spécial au niveau international et même au niveau local aussi. C'est l'anniversaire de Monsieur Carter. Monsieur Carter, vous me direz qui c'est? Jay-Z. Exactement. Le tendre époux de la Queen Bee, Beyoncé. Voilà.
Il a 1 an de plus aujourd'hui, c'est ça, hein? On imagine le cadeau d'anniversaire de Beyoncé. Ça, c'est le même genre de cadeau qu'Alix offre à Marco. Hein, il n'y a plus à s'impressionner entre ces deux-là. C'est plié déjà. Voilà. Okay. Les heureux parents de 3 enfants. Ah, ouais. Moi, je suis votre Jay-Z du matin, voici la Beyoncé. Queen B. Queen E. Queen Lix. Et puis Jay-Z. And Queen... Jay-Z et Marco, c'est moi. Mais attendez, il faut rêver. Qui va se négliger? Vraiment. Joyeux anniversaire à Jay-Z. Et puis aussi, joyeux anniversaire à toutes les personnes qui célèbrent 1 an de plus aujourd'hui. Oui, en ce 4 décembre. On vous souhaite vraiment, c'est les Capricornes, hein, mais franchement, on vous souhaite... oui, en début, et voilà. Après, on aura les Sagittaires. C'est les Capricornes, généralement. Hein, Exactement. Sagittaire, ça tient encore. Joyeux anniversaire, on espère que vous avez profité. Attention, attention, les embouteillages, il y a la pluie, il y a le soleil, il y a un véritable patchwork d'événements pour cette fin d'année. Il faut faire attention et puis vraiment avoir l'idée de prévenir, toujours prévenir, anticiper. On ne le dira jamais assez. Aujourd'hui, on célèbre bien sûr les Barbara et ses dérivés Barbérine. Ça existe, hein? Barbérine, ok. Ouais. Et aussi aux Zada, Siran Osmond, et puis à Osmondel et sa femme Osmond. Et oui, voilà des prénoms à célébrer ce jour. Donc, on vous souhaite une belle journée. On espère que les uns et les autres vont concourir à vous la rendre magnifique parce que c'est votre jour, tout simplement. Alors, nous sommes en compagnie de Madame Halima Diaby. Madame Halima Diaby, aujourd'hui, on parle de coaching, de coach dans bien des domaines. Et nous, on a essayé d'avoir une dame qui va nous parler de coaching alimentaire. Elle n'est pas forcément nutritionniste ou diététicienne, elle est vous coach dans la direction du bien manger. Bonjour, Madame Diaby. Bonjour, Madame Diaby. Bonjour, bien merci. C'est quoi un coach alimentaire? Alors, un coach alimentaire, c'est quelqu'un qui vous accompagne, vous conseille et vous motive afin de changer vos habitudes alimentaires dans le bon sens. Et cela doit être adapté à chaque personne. D'accord. Alors, voilà. Vous avez dit quelque chose de très important, adapté à chaque personne. Comment procède-t-on généralement dans votre démarche via moi, par exemple, Alix, Marco Hélas, le questionnaire de base, c'est lequel? Alors, il y a des questionnaires pour tout coach en nutrition qui sont des outils que je ne peux pas complètement, ça sera trop long pour définir, mais succinctement, qui va vous poser des questions d'abord sur vos habitudes alimentaires, parce que pour transformer quelque chose, il faut d'abord savoir comprendre, exactement. Et pour mettre le doigt sur vos erreurs éventuelles, ce qui fait que vous êtes dans cette problématique. En fait, dites-moi qui vous êtes, je vous dirai qu'est-ce que vous devez manger. Exactement. Donc, vous recevez la personne, il y a toute une attitude à avoir. Bonjour monsieur, bonjour madame Alix, vous travaillez très tôt, vous descendez très tard. Par rapport à ça, vous devez manger. Votre famille, dans votre famille, est-ce qu'il y a des antécédents de ça? Ça, c'est un peu le genre de question. Alors, quand on fait ça, c'est parce qu'on a une formation en diététique ou en nutrition ou bien? Alors, c'est souvent quelqu'un qui est passionné de diététique, de nutrition et même de développement personnel. Parce que qui dit nutrition doit prendre en compte le bien-être de la personne de façon globale. D'accord. Parce qu'il y a des erreurs alimentaires qui sont dues à des problèmes même psychologiques. D'accord. Donc oui, par exemple, tout ce qu'on traverse dans la vie, chaque personne a un moment, voilà. Et donc, ça peut interférer dans notre alimentation. Donc, le coach doit être capable, avec ses outils, de vous aiguiller afin de prendre tout ça dans sa globalité. D'accord. Justement, parlons de ces outils. C'est vrai qu'on vous sent un peu réticente vis-à-vis de la déclaration de vos secrets, mais on va partager un peu du savoir avec voilà, tous les téléspectateurs, parce qu'aujourd'hui, avoir un coach, est-ce que c'est pas faire effet de mode? Quel est l'impact véritable et les enjeux? Bon, si c'est un effet de mode, moi je dis pourquoi ne pas suivre cette mode-là, parce que combien de fois on suit des modes qui, en fait, nous font dépenser pour rien, alors que là, il s'agit de quelque chose de primordial. C'est notre santé qui est en jeu. Et aujourd'hui, on parle de mode parce que le coaching a fait ses preuves. Et il y a des élites à travers le monde qui faisaient appel aux coachs, des présidents, aux acteurs. Et aujourd'hui, ça tend à se démocratiser. Donc moi, je pense que tout le monde a le droit à accéder au bien-être
Ok. Alors, vous dites qu'on n'a pas forcément besoin d'être nutritionniste, diététicien, il faut être passionné de développement personnel, être un bon coach. Alors, mais c'est la santé de l'homme quand même, parce que c'est la santé, c'est un domaine très délicat. Comment on fait? Moi, par exemple, dans mon cas, j'ai eu à suivre pas mal de conférences quand j'étais en Europe, à lire beaucoup de livres et en plus, avec ma formation, je me suis reconvertie en cuisine et je suis diplômée à l'école d'un grand chef qui est le chef Thierry Max. Ah, chef étoilé. Étoilé. Il y a combien d'étoiles au Michelin? Je crois que il en a 3. Il a conçu les repas pour l'astronaute qui est resté un an. Exactement. L'astronaute français. Voilà. Et j'ai eu la chance et le privilège d'être retenue parmi ces... disons, il y avait 10 places et j'ai été l'une des Ivoiriennes. C'est sûr que le pédigré, il est bon. Il est étoffé, il est étoffé. Voilà. Et après, lors d'un bilan de compétences à Pôle emploi avec mon conseiller, il en est ressorti que mes compétences pouvaient me permettre de coacher des personnes. Et donc, j'ai mis ça en application. J'ai eu à coacher des personnes, des épouses, de collègues, etc., de personnalités de la place avec succès. Et donc, je me suis dit, vu que je peux le faire et qu'en plus, pour moi, la meilleure satisfaction, c'est justement ce côté aidant, donc avant tout. Donc, je me suis lancée. D'accord. Voilà. On va aider davantage nos téléspectateurs avec votre savoir, mais ce sera juste après le bloc de la publicité, du deuxième flash de Régis Kofi et on reviendra. Et revoilà le festival des danses traditionnelles du Bounkani Festival 7. Le conseil régional, l'ONG L'Étoile du Bounkani vous convie du 4 au 7 décembre 2019 à Bouna, à la 7e édition du festival, sous le thème Jeunesse et femmes, fer de lance du développement local. Au programme, ateliers de formation, chant et danse traditionnelle, maquis géant, gastronomie, écotourisme, défilé de mode, cross populaire et maracana. Fils et filles du Bounkani, amis de la culture, ce rendez-vous est le vôtre, car quand c'est beau, c'est festival. Besoin d'amplifier la visibilité de vos marques et de celle de vos clients? Optez pour des programmes qui comptent, ceux du groupe RTI. Sur l'information, de 20h à 20h30, le JT de 20h sur RTI 1. Premier programme grand public. De 5h à 9h, la matinale de Radio Côte d'Ivoire. Premier rempart d'audience. Sur le divertissement, de 5h55 à 7h30. Matin bonheur sur RTI 1. Deuxième en programme grand public. De 12h à 12h50. C'est midi sur RTI 1. Premier en part d'audience. De 21h à 23h. Carré Rose sur Fréquence 2. Premier en programme par excellence des adultes. Sur la fiction, de 20h50 à 21h50. Le Babyhood sur RTI 1. Premier en part d'audience des fictions du dimanche. De 16h à 17h. Le Bollywood sur RTI 2. Premier en programme de référence du lundi au vendredi. Et ce n'est pas tout. La chaîne du groupe RTI, c'est 100% de couverture du territoire ivoirien. Les contenus les plus efficaces sont au cœur des programmes des chaînes du groupe RTI. RTI, la marque du service public. Sous le haut patronage du ministre des Sports, M. Claude Paulin Danho, sous la présidence du ministre de la Culture et de la Francophonie, M. Maurice Kwaku Bandama, sous le parrainage du gouverneur du district autonome d'Abidjan, M. Robert Begré-Mambé, Win Consulting et Stratégie organise la présentation officielle et des dédicaces de l'ouvrage Pape Diouf de vous à moi de José Diati et Pape Diouf, le mercredi 4 décembre à 11h à la salle Félix Houphouët-Boigny de l'hôtel du district d'Abidjan. Infoline 01 97 44 80. MTN, everywhere you go.
La matinée débutera par un temps de brouillard ou de brume humide localisé dans les régions du centre, de l'ouest, de l'est et du sud forestier. Le temps sera par la suite progressivement ensoleillé sur ces régions. Le nord observera un temps relativement sec et ensoleillé. Le littoral sera généralement nuageux. Pour les variables de la matinée, on note 25 degrés à Abidjan ainsi qu'à Diaké, 23 à Bandoukouf, 25 dans la région du Béké, 26 à Daloa ainsi qu'à Dimbokro, 25 dans la région du Gor, 23 à Korogo ainsi qu'à Mans, 22 à Odiné, 24 degrés pour trois villes, San Pedro, Sassandra et Tabou, et enfin 25 degrés à Yamoussoukro. Dans l'après-midi, les vents secs pourraient occuper la moitié nord du pays. Le temps sera dominé par une sensation d'harmattan et ensoleillé dans cette partie. La moitié sud sera ensoleillée et humide. On aura quelques formations de nuages liées à la brise côtière dans le sud forestier, avec des risques d'orage et de faibles pluies. Pour les variables de l'après-midi, on note 32 degrés à Abidjan ainsi qu'à Diaké, 33 à Bandoukouf, 34 degrés dans la région du Béké ainsi que dans la ville de Daloa, 35 à Dimbokro, 34 dans la région du Gor, 35 dans le Poro, 33 à Mans, 35 à Odiné, 32 degrés à San Pedro, 31 à Sassandra, 32 à Tabou et enfin 34 degrés à Yamoussoukro. Merci pour votre aimable attention. Nous vous souhaitons de passer une excellente journée. MTN, everywhere you go. Bonjour à tous, nous sommes de retour cette fois pour l'actualité africaine. Au Burkina Faso, 3 militaires burkinabés ont été tués dans la nuit de lundi à mardi lors de 2 attaques dans le nord et le nord-ouest du pays. C'est ce qu'a annoncé dans un communiqué l'état-major des armées qui fait état d'une vingtaine de terroristes abattus. De l'armement, des munitions, une dizaine de motos et divers autres matériels ont été saisis selon l'armée. Au Gabon, après avoir perdu son poste de chef de cabinet du président Ali Bongo Ondimba, puis de ministre, Brice Lacruche Alianga a été interpellé hier à son domicile dans la matinée. La chute de ce dernier ainsi que de certains de ses proches est due, selon la version officielle, à des soupçons de détournement massif de fonds publics et corruption. Au Cameroun, les élections législatives auront bel et bien lieu le 9 février prochain. Ainsi en a décidé le régime de Paul Biya, ignorant de facto l'appel au boycott lancé par l'opposition. Selon l'opposant Maurice Kamto, organiser des élections sans avoir rétabli la paix dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, c'est donner le message que les populations de ces régions ne sont pas des Camerounais. En Afrique du Sud, peine réduite à 5 ans pour 2 fermiers sud-africains blancs qui avaient tenté d'enfermer un noir dans un cercueil. L'affaire, déclenchée par une vidéo postée sur Internet, avait fait grand bruit en Afrique du Sud, où les attaques racistes continuent d'empoisonner le pays, en particulier dans les zones rurales, un quart de siècle après la fin officielle du régime ségrégationniste de l'apartheid. Une touche féminine dans les rangs des soldats du feu au Sénégal. Des femmes ont décidé de sauver des vies aux côtés des hommes. Certaines dirigent même des unités. On fait le point avec Anaïs Nyangamali. Elle est entrée dans les rangs des sapeurs-pompiers en 2010. Le sergent Fatoumata Gueye, major de sa promotion, fait partie des 5 premières femmes à intégrer ce corps d'élite. J'ai intégré la Brigade nationale des sapeurs-pompiers en 2010, faisant partie de la première promotion des filles sapeurs du Sénégal. Donc, totalisant 9 ans, 2 mois, 3 mois de service. Sauver des vies, c'est merveilleux. Donc, la personne est en détresse, vous venez lui porter secours. Vous le voyez même dans ses yeux, quoi. Savoir que vraiment vous exercez un métier très noble. Vous vous sentez fier d'avoir sauvé quelqu'un qui peut-être
aurait pu s'y passer. Ces années d'expérience lui ont permis d'être aujourd'hui la seule femme chef de garde à la caserne de Djedjewai. Vous prenez la garde pendant 24 heures, vous coordonnez les interventions de secours dans votre compagnie. L'ambulance, le fourgon, quand il y a incendie, vous sortez avec le véhicule, le fourgon. Maintenant, l'ambulance aussi, vous essayez à tout prix de savoir qu'est-ce qui se passe dehors. La gestion de la caserne pendant juste 24 heures. Donc moi, je gère la fonction de chef de garde. En plus, je gère aussi la formation initiale des recrues qui viennent de Bango parce que je suis monitrice en secourisme. Un parcours qui a sans doute inspiré la jeune génération. Bon, moi, j'ai intégré cette corps d'élite le 1er janvier 2012. Le sergent Seynabou Diallo, chef d'agrès dans une ambulance, assure un travail remarquable au milieu des hommes. Bon, des fois, tu es dans les rangées d'incendie et d'autres fois, donc, quand tu montes la garde au niveau de la poste de police. Des fois aussi, tu montes la garde aussi à l'ambulance. Ces dames sapeurs-pompiers sont fiers de porter leur uniforme. Qui veut n'est pas sapeur-pompier. Maintenant, quand on est femme et animée d'un esprit compétitif, vouloir dépasser ses compétences, on peut qu'intégrer ce corps d'élite, vraiment. Nous, on subit donc la même formation, parce que moi, j'ai fait le CAT1 avec des hommes. Et de ce fait, nous étions 4 filles, et les hommes étaient 300. On faisait les 8 kills lourds avec eux, armes et sacs, les combats et tous les travaux pénibles avec les hommes. Cette touche féminine dans les rangs des soldats du feu marque leur engagement dans leur mission qui consiste à sauver ou périr. Voilà qui marque la fin de ce rendez-vous de l'actualité. Merci de votre attention. On se retrouve à 7 h. Merci infiniment. Régis, nous sommes toujours en compagnie du coach Halima Diaby Mensanti. Elle nous fait l'honneur de ses résultats de plusieurs années de recherche et de travail avec des personnes qualifiées, coach en nutrition. Alors, la question qui me venait à l'esprit pendant qu'il y avait le journal, c'est est-ce qu'on coach de la même manière un ministre, un député, un fonctionnaire, quelqu'un qui travaille au port, qu'un paysan? Comment ça se passe? Alors, selon moi, je peux dire oui. Parce que le principal, c'est de prendre en compte les problématiques qui ont fait que cette personne est en surpoids ou a de mauvaises habitudes alimentaires. Donc, une fois qu'on a posé disons en quelque sorte, ce diagnostic, donc quelle que soit son activité, sa place socio-professionnelle, bon, ce qui va rentrer en compte, c'est un être humain. Voilà, c'est un être humain. Et comme chacun de nous qui a ses problèmes, ses besoins, il faut prendre tout ça en compte pour le coacher. Donc, pour moi, pas de différence. Voilà. D'accord. Alors, vous parliez tantôt des erreurs à ne pas commettre. Dans un contexte qui est plus proche de nous, ici en Afrique, on a nos habitudes alimentaires, on a nos goûts et tout ça. Quelle intervention ou quelle est la démarche du coaching concernant nous, ici en Afrique? En Afrique, souvent, les gens nous disent... Est-ce que le coaching alimentaire ou en nutrition est adapté à l'Afrique? Oui. Moi, je dirais oui. D'ailleurs, l'Afrique n'a pas de leçons à recevoir pour bien manger. L'Afrique doit simplement se rappeler de sa mémoire, comment nous mangions avant. C'est justement parce que nous avons voulu se mettre au même niveau que certains standards qui, en fait, on voit à travers le monde, ne vont même pas à ces personnes-là. Oui. Et encore moins à nous. Donc, à nous de revenir aux fondamentaux, à bien manger le matin. Avant, on le faisait chez nous. Et on sait que bien manger le matin, c'est très important. Il y a un adage qui dit, pour les 3 repas, il faut d'abord le matin manger comme un roi. Après, manger comme un prince. Manger comme un prince. Et manger comme un esclave le soir. Et nous le faisions en Afrique ici avant. C'est vrai. Donc, vous vous appuyez sur tout ce prérequis africain-là quand vous donnez des conseils. Par exemple, si vous devez conseiller une dame active africaine, ce n'est pas forcément en ayant le même régime qu'une femme active française. C'est totalement différent. Exactement. Et, cette personne peut faire appel à notre riche patrimoine en fruits, en légumes, aux épices qui ont des vertus qui sont de plus en plus reconnues. D'ailleurs, aujourd'hui, on exporte pas mal de choses et les gens, il y a des chefs étoilés qui font même des pâtisseries avec le fruit du baobab qui est reconnu pour ses plein de vertus antioxydantes, anti-cancer, anti-cholestérol.
pour réguler la glycémie, contre le diabète, etc. etc. Donc, il faut prendre tout ça en compte et puis savoir que l'Ivoirien est quelqu'un qui est métissé déjà par sa culture. Nous sommes un grand carrefour, nous sommes un grand peuple. Donc, nous n'avons même pas forcément besoin d'aller ailleurs chercher d'autres ingrédients. Voilà, pour être riche. Parce que la rencontre que nous avons eue depuis le miracle ivoirien nous a permis d'approcher tous les peuples du monde entier. Et donc, nous sommes riches de tout cela, de leur gastronomie. Nous pouvons prendre tout ça en compte. Alors, vous parliez tantôt des fruits et légumes dont nous regorgeons. Alors, quand on parle de coaching de nutrition ou nutritionnel, est-ce que cela a trait forcément à du régime? Pour moi, il ne faut pas parler de régime parce que, moi je dis, il faut dire stop à ce diktat-là. Parce que le bien-être, le régime, c'est pour un temps donné. Donc, on force notre corps à faire des choses qui ne sont pas naturelles. Donc, alors que de bonnes habitudes alimentaires, ça doit être pérenne et ça doit être adapté à notre environnement et à nous-mêmes, à notre activité. Et c'est ce qui peut durer. Et en plus de cela, quand on mange bien, moi, j'essaye par exemple de faire des plats qui sont en même temps diététiques et mettre effectivement ma formation en gastronomie. Parce que manger, c'est un plaisir. Voilà, ça doit être un plaisir. Ça doit rester un plaisir. On ne va pas stresser à manger. Voilà, donc il faut être gentil avec soi-même, je pense. On dit que on dit que quand vous êtes gentil avec votre corps, il vous le rend bien. Alors, dites-moi, coach, quand c'est comme ça, moi, j'aimerais quand même qu'on descende chez nos enfants. Parce que c'est là-bas qu'on peut changer facilement. La base, dans nos cantines scolaires, dans tous ces endroits-là où nos enfants mangent. Qu'est-ce qu'on doit faire pour ça? D'abord, pour moi, l'éducation, c'est déjà à la maison. C'est pas parce que, comme on dit, qui aime bien châtie bien, mais on peut dire à un enfant, lui expliquer déjà dès le début pourquoi on veut qu'il mange ceci ou cela. Ce qui fait que s'il sort de chez vous, en fait, vous lui aurez donné les armes pour résister à certaines mauvaises habitudes. Très bien. Donc, il ne faut pas céder au fait de mettre, par exemple, que du coca, du nyamaku, du bissap tout le temps. Alors que nous, quand on était enfant, c'était des choses qu'on avait que lors de fêtes ou d'anniversaires. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose de courant. On arrive chez quelqu'un, on ne boit que ça. On ne boit plus de l'eau. Je dis, buvons de l'eau. Faisons comme avant, que le nyamaku, le bissap, le coca, d'accord, mais que ce soit pour des occasions, comme avant nos parents le faisaient. Est-ce que c'est réaliste, coach? Moi, je dis c'est réaliste parce que je l'ai fait avec mes propres enfants et avec ma famille et avec des personnes que j'ai coachées, des dames qui ont accouché et qui ont vu qu'on peut simplement, en suivant ces règles élémentaires, déjà être bien, sans parler de régime. Ouais, la preuve, ce qu'on ne connaît pas ne nous manque pas en fait. Exactement. Voilà. Et le corps s'habitue très rapidement, plus rapidement qu'on ne pense. Et les personnes que j'ai coachées ont vu ce changement et même sur la peau, on commence à se sentir bien, à utiliser même moins de produits cosmétiques parce qu'on est ce qu'on mange. Et que ton premier médicament soit ton aliment, comme disait Hippocrate. Donc, ça devient un alicament. Un alicament. Justement, parlons des changements positifs à avoir avec le coaching nutritionnel. Ça se décline comment? On commence d'un point A où on a mangé, on n'est pas forcément malade, hein, mais voilà, maintenant on s'octroie les services d'un coach. L'évolution, c'est quoi? Alors, on se rend compte qu'on a des pathologies ou pas, mais on ne se sent pas bien dans son corps. Par exemple, pour une femme ou même un homme, des vêtements qu'on portait il y a quelque temps, on ne peut plus les mettre sans pour autant céder au diktat de la minceur. Parce que chaque forme Comment faire la frontière? Donc, la frontière, c'est d'abord soi. C'est s'écouter. Est-ce que je me sens bien? Est-ce que je ne vois pas qu'il y a un changement qui fait que je me sens, je dors mal, le bien-être. Et donc, prendre ça en compte
Et dans ce cas, le coaching peut apporter Alors, beaucoup. Moi, j'aimerais qu'on revienne, coach Diaby Messanti, sur la notion de liberté. Parce que j'ai remarqué que dans tout ce qui est coaching ou régime, il y a un quartier libre. Est-ce que vous intégrez ça, vous aussi, à votre démarche? C'est-à-dire, on va faire ça, mais il y a un jour, dans la semaine ou dans le mois, où vous mangez ce que vous voulez. Parce que manger, c'est la liberté. Ah oui. Moi, d'abord, ce principe où on dit, il y a un jour où on mange ce qu'on veut, c'est parce qu'on a fait un régime draconien. Mais un bon coach, il vous fait changer vos habitudes de telle sorte que vous... C'est pas figé. Donc, ça doit être souple. Et c'est pas sous pression. Même, c'est pas sous pression. Flexible. Vraiment. Et ça doit, comme je dis, ça doit être bienveillant. Vous devez prendre plaisir à le faire. Ça doit être bienveillant. Et le coaching à deux? Quand vous coachez un couple, ça vous est déjà arrivé, comment ça se passe? Là, il y a une difficulté parce que deux personnes... On dit que les jumeaux ont beau se ressembler, dormir sur le même lit, mais ils ne feront jamais les mêmes rêves. Alors, comment ça se passe quand vous coachez, par exemple, un couple? Quand on coach un couple, on les prend d'abord séparément. Et après, chacun, effectivement, a des différences. Mais on va mettre l'accent sur ce qu'il y a de commun. Des points d'ancrage ensemble. Même dans une assemblée, on a tous quelque chose en commun. Donc, au lieu de partir sur ce qui nous sépare et nous divise, on va mettre l'accent sur ce qui nous réunit. Et sur ces points principaux-là, pour les couples, on va leur faire un régime, disons, agréable, parce que je n'aime pas parler de régime, mais on va leur faire prendre de bonnes habitudes alimentaires jusqu'à ce que ça influe même sur les enfants. Le but, ce n'est pas de maigrir ou de grossir. Le but, c'est d'être bien dans sa peau. Le but, c'est le bien-être. Le but, c'est le bien-être. Ça, c'est très important. Ça, c'est très, très important. Le bien-être, et encore une fois, ne cédons pas aux diktats internationaux. Chacun a quelque chose, comment on appelle, a une richesse. Et donc, c'est faire ressortir cette recherche Alors, moi, par l'alimentation. Madame Diaby Messanti, j'ai envie de vous emmener dans nos marchés avec tout ce qu'on peut avoir comme légumes, fruits, condiments, féculents et autres. Et un bon régime nutritionnel avec vos coachings, ça donnerait quoi dans nos assiettes? Alors, dans nos assiettes, je dirais que le matin, par exemple, quelqu'un peut manger quelque chose qui ne soit pas, par exemple, des croissants, etc., qui sont des sucres rapides, qui vont se stocker en graisse, etc., et amener pas mal de pathologies, dont le diabète, etc. Et là, on peut simplement manger une bouillie de riz complet de chez nous le matin. Et mettre du yaourt dedans et mettre les fruits, des mangues quand c'est la saison, des bananes. Et avoir un bon repas comme ça le matin avec des choses que de chez nous. Et à midi, on peut se faire une bonne sauce guaguasu sans mettre de... Voudriez-vous me coacher, madame? Voudriez-vous me coacher? Officiellement. Vous allez toucher son point sensible, le guaguasu. Est-ce que vous voulez... ça vous... Oui, avec plaisir. Alors, justement pour ouvrir la brèche par rapport à la question, alors, vous avez une culture un peu occidentale, on va reconnaître, parce que vous êtes mixé, tout ça. Est-ce que ce métissage-là vous aide, quand vous venez, par exemple, en Côte d'Ivoire chez vous, à voir que les Ivoiriens, les Ivoiriennes, on va beau dire, il y en a qui ne vont pas aimer ce que je vais dire, mais il y a un complexe qu'on a vis-à-vis de ce que nous avons au niveau culinaire. On est complexé, on pense que... On veut faire nos genre. Sauces, on pense que nos sauces nous tuent, guaguasu, c'est pas bon, sauce graine, non, alors qu'il y a des potentialités à explorer. Exactement, il y a des potentialités dans les choses de chez nous. Et l'Ivoirien est métissé de toute façon par sa culture, par le brassage. Nous avons été l'un des premiers pays à recevoir, comment on appelle du monde de l'extérieur. Du monde de l'extérieur. Et donc on a puisé, nous sommes tous, si on veut citer, nous sommes tous, c'est l'histoire. L'histoire de ce brassage-là. Et donc... si, ça dépend comment on fait notre sauce. Si on fait une sauce guaguasu en mettant plein d'huile de palme, évidemment, c'est des graisses qui ne sont pas inutiles bien pour la santé. On peut le faire comme nos mamans le faisaient avant. À la villageoise. Voilà, à la villageoise, sans mettre trop de gras, etc. À la façon roots, là. Exactement. Par exemple, les patates douces de chez nous. On a deux patates douces. Il y a la jaune, il y a la patate douce qui est jaune. Deux fois, ça devient presque rougeâtre. C'est les bêta-carotènes qui donnent ça. Au lieu de manger des carottes,
par on exemple. Peut à profusion manger ça. Et les faire cuire dans des feuilles de bananier à l'étouffer. Ça va donner une saveur. Et mettre le côté métissage qu'on a, mettre un peu quelques gouttes d'huile d'olive. Et voilà. Je suis inscrite déjà à votre prochaine masterclass, ça c'est clair. Nous sommes deux. Ça sera avec plaisir. On va venir. Oui. Alors, dites-nous, est-ce qu'il est facile de coacher en nutrition un homme ou une femme? Moi, je pense que c'est là où intervient les capacités d'un bon coach nutritionnel, parce qu'il doit être capable de s'adapter à l'homme et à la femme, parce que nous n'avons pas... La femme a des susceptibilité de fois que l'homme n'a pas. L'homme aussi, il a des choix tranchés des fois. Il a des choix tranchés de fois où il faut pouvoir s'adapter. Il y a des plus, des moins, etc. Nous sommes, c'est pour ça d'ailleurs que nous sommes complémentaires. Hein, exactement. Et alors, avec tout ce que vous faites comme travail, est-ce que des fois c'est aisé d'apporter de nouveaux aliments? Moi, j'aime toujours à le dire, le palais, il s'habitue ou des fois on peut l'éduquer? Le palais peut s'éduquer, c'est ce qui est intéressant à tout âge. Même il ne faut pas le frustrer, le palais. Non, justement. Il ne faut pas le brimer. Hein. Non, il ne faut pas le brimer. C'est un palais, c'est un palais. Hein. On ne fait pas n'importe quoi dans un palais. Exactement, c'est le bien nommé le palais. On devrait ne pas faire n'importe quoi. Exactement. Oui. Avant d'y entrer, je pense qu'on devrait être un prince ou un roi dans le palais. Une nourriture princière. Une nourriture vraiment princière et préparée avec amour et... Il faut avoir de la joie à cuisiner ce qu'on va manger. Et c'est pour ça que moi, j'ai vraiment envie de démocratiser ça. Et je pense que l'Afrique n'a pas de complexe à avoir. Nous sommes riches. Et moi, j'aimerais que dans nos écoles, on donne des cours culinaires. De cuisine, oui. Déjà, le plus tôt possible. Exact, et puis, on le faisait avant, oui. Ce mythe-là qui dit que les enfants n'aiment pas les fruits et légumes, c'est pas vrai. Ça dépend de comment les parents leur parlent à la maison. C'est pas vrai. Et comment on apporte ça vers eux. Exactement. Et je dis toujours, on ne peut pas dire qu'un enfant aime ceci ou n'aime pas cela. C'est un enfant, il n'a pas fini son apprentissage. C'est à nous de lui faire tout goûter. Même nous, quand on était enfant, il y a des choses qu'on n'aimait pas. Mais on nous a plus ou moins forcé à les manger, des sauces gombo, etc. Mais aujourd'hui, on est en demande de cela. Mais si on nous avait dit, voilà, on vous cède parce que vous n'aimez pas ça, on aurait eu... Et puis, dans votre domaine, il y a trop de mythes aussi, il y a trop de choses qu'on dit. Ça, ce n'est pas bon, ça, ce n'est pas bon. Mesdames et messieurs, voici une dame qui a une culture multiple et multiforme, qui vient de France avec un prérequis et qui intègre les sauces, les mets de notre pays. Voilà, avec les 60 et quelques techniques que nous avons. C'est une richesse à exploiter. C'est une richesse à exploiter. Et franchement, en Côte d'Ivoire, on mange bien. On mange bien. On n'a vraiment pas à avoir de complexe. On mange bien, on est vraiment, comme je dis, riche de ce brassage-là. Nous sommes les héritiers du miracle ivoirien et donc on a vraiment beaucoup de chance, il faut en être conscient. Et il faut avoir les pieds vraiment ancrés vraiment dans la tradition. Mais ça ne nous empêche pas d'être ouverts. Justement, parlons d'ouverture dans un tel écosystème où on a assez d'ingrédients, on a de bons ingrédients, ça c'est indéniable. Maintenant, c'est l'association qui va faire tout le travail. L'association, justement, qu'est-ce qu'on peut apporter de l'extérieur? Parce qu'il faut rester ouvert. Pour le bon mixage. Oui, il faut être ouvert. Par exemple, je parlais tout à l'heure de la patate douce. J'y reviens parce que c'est vraiment un super aliment. En y ajoutant de l'huile d'olive, au lieu de l'huile de palme qui n'est pas de chez nous, mais on apporte un beau mariage. Voilà, un beau mariage. Et ça nous apporte du bon cholestérol. Et ça évite beaucoup de maladies métaboliques telles que le diabète, l'hypertension. Vous avez un problème avec l'huile de palme? Parce qu'il y a des propriétés positives aussi dans l'huile de palme. C'est de l'huile végétale aussi. Dans l'huile rouge aussi, il y a des choses qui sont bonnes pour la santé. Tout à fait. L'huile de palme, souvent, c'est la façon de l'utiliser. Ou de la réutiliser. Voilà, parce que l'huile de palme, une fois que c'est cuit, le côté rouge, c'est encore plein de... Tous les aliments qui sont très, très colorés apporte pas mal de super antioxydants. L'huile rouge, une fois, comme au feu, c'est dénaturé. C'est dénaturé. Comme le faisaient nos parents, ils faisaient un peu... Les principes actifs s'atténuent un peu. Voilà, ils faisaient par exemple ce qu'on appelle les aquécies, etc. Et à la fin,
ils ajoutaient de l'huile rouge. De l'huile rouge. Et là, on a tous les nutriments. Ah oui, c'est frais. C'est frais et c'est pas transformé. Et on a la richesse. Une fois que c'est cuit, les acides qui sont dedans... Tout se situe dans la manière d'utiliser. Tout se situe dans la manière À la vérité, c'est le dosage qui est très important. Le dosage. On peut tout prendre, on peut tout intégrer à notre quotidien alimentaire si c'est bien dosé d'un côté. Et puis si ça rentre dans nos habitudes le plus tôt possible. Le plus tôt possible, régulièrement. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'à tout âge, on peut se discipliner. Et se discipliner. Il n'est jamais trop tard pour être bien rassasié. Il n'est jamais trop tard pour bien manger. Oui, pour bien manger. Il n'est jamais trop tard pour être bien rassasié. C'est clair. Mais on peut être bien rassasié sans beaucoup manger. Oui, mais voilà, ça, j'envie ça. La satiété. Ça, j'envie ça à nos frères et sœurs de l'Occident. Oui. Parfois, le plat est petit, comme ça, vous le mangez, mais vous avez cette sensation de satiété là. Mais pourquoi on ne peut pas faire ça ici? C'est dû à quoi? Ou c'est dur? C'est parce que dès le début, nous habituons notre estomac à manger de grandes quantités. Comme on le dit, sinon on est les totos gourmands. Donc c'est ça, quoi. Donc, mais dès que ce qui est parce qu'on mange avec les yeux, l'Africain, ça veut être beaucoup. Voilà. Quand c'est beaucoup, c'est bon. Mais quand c'est peu, mais ça, c'est quoi ça là? Alors que c'est... Ventre plein. Mais avec le coaching, je me suis rendu compte que l'Africain pouvait aussi manger des petites portions si c'est bien fait. Et si c'est bien dosé, et si c'est bien fait. L'Africain, aujourd'hui, on se rend compte que même à Abidjan, il y a beaucoup de restaurants français, etc. Et quand on y entre, qui on voit, ce sont des Ivoiriens. Et ce n'est pas forcément des gens riches. Il y a des personnes qui cassent leur tirelire 1 ou 2 fois par mois, qui se font plaisir. Et ce sont des Africains. Donc moi, je pense que l'Africain est prêt à réduire sa ration. Outils, voilà. Alors, Madame Diaby, Messanti, quand est-ce qu'on joue? Moi, c'est mon rêve. Quand est-ce qu'un jour, on verra dans nos avions, dans nos flottes aériennes, des plats conçus en Côte d'Ivoire typiques? Par exemple, le foutou avec une sauce claire, vraiment bien rationnée, là, bien composée. Avec voilà. Bien sûr. Parce que les gens nous parlent de l'odeur, mais le camembert est plus odorant que ça. Donc, est-ce que c'est possible? Si c'est possible, moi d'ailleurs, c'est dans ma démarche. Moi, je vais en France. Je veux manger du foutou de mon pays dans l'avion. Oui, ça ou fait même quoi? une bonne sauce guaguassou. Ou une sauce graine. Oui, ou bien un riz avec le soumara. Ou une sauce pistache. Puisqu'on mange le camembert. Ah ben, ça, les deux se volent. C'est ça le côté là aussi. Pourquoi pas? Oui, je pense que c'est à nous aussi de postuler à ces grandes compagnies-là, par exemple à moi ou à d'autres nutritionnistes, de postuler et de dire, voilà... la révolution culinaire, moi, je peux apporter ça. C'est une volonté politique aussi. Également. Voilà, un style de management. Il faut qu'en haut, on puisse montrer que les produits, les produits locaux intéressent, comme ça, ça peut faire partie du quotidien. Moi, je pense que c'est en marche et c'est pas près de s'arrêter. La révolution est en marche. La révolution est en marche. C'est une belle conclusion. Merci en tout cas à Madame Diaby Messanti Alima d'être passée sur notre plateau. Riches échanges concernant le coaching nutritionnel. On va vous revoir certainement tout au long de la saison, de quoi changer les habitudes et nous sophistiquer un peu avec nos aliments made in Africa. Voilà. Les ateliers cuisine seront prêts bientôt. Et on aura du monde. En tout cas, vous avez deux premiers clients. C'est clair, on est déjà inscrits. Vous allez nous faire un prix. Il n'y a pas de souci. Non, mais pour nous, c'est gratuit. Moi, ma satisfaction, déjà, c'est d'abord que la personne se sente bien. Après, on pourra faire votre pub. Voilà. Justement, en parlant de pub, on y va maintenant. Bonjour 2020. Bonjour 2020 Abidjan, 2 dates. Bonjour 2020 Abidjan, 2 spectacles. Bonjour 2020 Abidjan, 1 lieu. Palais de la Culture de Trècheville, salle à Noumambou. Bonjour le Classico Aller, vendredi 27 décembre. Bonjour le Classico Retour, samedi 28 décembre. Bonjour depuis 13 ans. Bonjour, un concept RTI. Dernier point de l'actualité dans Matin Bonheur, cette fois consacré à l'international. Bonjour et bienvenue. Des Londoniens manifestent sur Trafalgar Square contre le sommet de l'OTAN qui s'ouvre dans la capitale britannique et contre la présence du président américain Donald Trump. Début juin, le président américain avait déjà été accueilli par des manifestants lors d'une visite juste avant la démission de la première ministre Theresa May, qu'il n'avait cessé de tacler dans les mois précédents.
Il en avait profité pour courtiser les candidats à sa succession, Boris Johnson en tête. En France, la journée de demain promet d'être extrêmement difficile avec moins d'un train sur 10. La porte-parole de la SNCF en grève explique ce qui attend ceux qui voudraient voyager en train jeudi. Si c'est possible, mieux vaut donc annuler ou reporter son déplacement. Au Liban, laïcité, élections législatives, crise économique. Chaque soir, de parfaits inconnus se rassemblent dans le centre de Tripoli pour des séances de débat. Agora citoyenne initiée par les contestataires pour discuter des problématiques au cœur du soulèvement au Liban. Oubliez les treillis de camouflage et les bottes. Aujourd'hui, d'ex-guerreros FARC parient sur la mode pour se réintégrer à la société civile en Colombie. Des anciens combattants des FARC rejoints par des mannequins portent des vêtements créés par d'anciens guerreros dans un défilé de mode au Sénat de Colombie. Après avoir déposé les armes, les ex-FARC doivent retourner à la vie civile conformément à l'accord de paix de 2016. Merci de votre attention. C'est la fin de ce tour d'horizon de l'actualité. Excellente journée à vous. Merci Régis Kofi. On se reverra quand? C'est demain, n'est-ce pas? Il n'y a pas d'autres infos encore. Non, j'ai contracté les informations. Ah, franchement dit, c'est contracté. C'est compact même. Il a pris le taureau par le contrat. Ah oui. On va lui offrir sa journée, donc il peut partir, il n'y a pas de problème. On se retrouve demain. Merci beaucoup à vous, mesdames et messieurs. Retour sur le plateau maintenant pour la discussion. D'autres parties du plateau s'entend avec une dame passionnée d'enfants, passionnée d'enfance. Elle a comme leitmotiv la défense des droits des enfants qui évoluent dans de bonnes conditions et des parents aussi. On a la chance de la voir. Avec elle, on va parler pendant longtemps de plusieurs sujets qui vont graviter autour de la famille. Et aujourd'hui, Alix, le thème qu'on va évoquer est très délicat. Eh oui, un thème délicat, cru, mais on va crever l'abcès pour parler des violences sexuelles exercées sur les enfants. Quels sont les signaux d'alerte? Parce que c'est vrai, des fois les enfants sont dans la maison, ils ne parlent pas assez ou on ne s'approche pas d'eux, il n'y a pas de communication véritable. Ça peut cacher des problèmes sous-jacents dus justement aux violences sexuelles. On en parle, elle est experte en la matière. Elle nous mènera sur la voie pour pouvoir mieux protéger nos enfants de tous les prédateurs, qu'ils soient ici ou ailleurs. Et on démarre tout de suite avec elle. Sans transition aucune. Bonjour madame. Bonjour Alix. Bienvenue. Bonjour. Merci. Alors, Eunice Tlero, pourquoi il est si important de parler du sujet d'abord, de l'abus? C'est que quelque part, c'est grave, ça prend des proportions qui font peur. Tout à fait. En fait, c'est important de parler des abus sexuels sur les enfants parce que c'est un fléau qui sévit dans le silence. Et les statistiques dans le monde entier, les résultats de recherches effectuées en la matière donnent quelques chiffres qui sont quand même alarmants. Savez-vous qu'une fille sur 3 et un garçon sur 5 seront abusés avant l'âge de 18 ans? Un agresseur sur 4 est un adolescent de moins de 18 ans. Et un enfant sur 2 se fait agresser par un membre de sa famille. Et dans 90% des cas, les enfants connaissent les agresseurs. Donc vous voyez que c'est un fléau qui sévit en silence et qui cause beaucoup de dommages. Et comme les statistiques le révèlent, la plupart des personnes qui abusent des enfants, ce n'est pas forcément des tortionnaires ou des sadiques, c'est des personnes qui sont proches de l'environnement familial. Des gens de confiance. Des gens de confiance. Donc il faut en parler, il faut aussi aider les parents, les outiller pour savoir comment sensibiliser leurs enfants face à ce fléau qui existe bien, même si on n'en parle pas. Malheureusement, le danger, il est plus proche qu'on pourrait le penser. Alors, comment définir l'abus sexuel pour pouvoir être en alerte? Un abus sexuel, c'est tout acte, tout geste à caractère sexuel envers un enfant, d'un adulte envers un enfant ou d'un enfant envers un autre enfant. Bon, dans le cas où les enfants ont à peu près le même âge, on parle de jeu sexuel. Et dans le cas où il y a une différence d'âge un peu significative, on parle d'abus sexuel. Il faut savoir qu'on parle d'abus sexuel même quand l'acte est fait avec le consentement de l'enfant, parce que l'enfant n'est pas en état de donner un consentement à cause de son immaturité. Et les abus sexuels peuvent impliquer un contact physique comme ne pas en impliquer. Dans les contacts physiques, on va avoir les baisers, les caresses, les attouchements et même des fois la pénétration, viol. Et puis dans les abus sexuels qui n'impliquent pas de contact physique,
on va avoir de l'exhibitionnisme. Demander à un enfant de se mettre nu, de faire des danses sensuelles pour son propre plaisir, vouloir le prendre en photo nu, se montrer soi-même nu devant un enfant, lui faire voir des films pornographiques. Tout cela, c'est qualifié d'abus sexuel. Merci beaucoup pour cet éclairage-là, Madame Eunice Telero. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation pour parler de ce thème qui est très très important parce que franchement, on ne le dira jamais assez, ce monde est devenu de plus en plus dangereux. Comment les Ivoiriens que nous avons interrogés dans la rue appréhendent-ils ce sujet-là? C'est maintenant. Vous avez un enfant qui joue habituellement avec ses amis. Et puis à un moment donné, cet enfant est prostré sur lui-même. Et donc il a une attitude contraire à ce qu'il avait habituellement. Ça peut être un signe évocateur. Si c'est une fille, là, si elle voit les garçons, ceux qui sont âgés qu'elle... En fait, si c'est un enfant, quoi, que c'est un papa qui l'a violée, qu'elle va voir les grandes personnes, par exemple les amis de son papa venir à la maison, elle va avoir peur. Elle va avoir peur. Elle ne va pas vouloir qu'on la voie nue. Si elle n'a pas dit, peut-être qu'en bas d'elle, là, ça sera plein. Donc elle ne va pas vouloir que sa maman regarde en bas d'elle, tout ça. Là, qu'elle va poser à la maison, elle paraît qu'elle sera beaucoup timide, ou bien sa manière de faire, comme avant, ce n'est pas comme ça. Par son attitude triste, par son attitude isolée, vous pouvez savoir qu'elle a subi des violences sexuelles. Par moment, sa démarche change. Et par sa démarche qui a changé, vous pouvez savoir qu'il y a quelque chose qui a changé en elle et vous l'interrogez. D'abord, quand tu es avec tes enfants, il faut connaître d'abord leur comportement. Comment tous les matins, ils sortent de la maison. Un enfant, ce n'est même pas au niveau du sexe, de la violence sexuelle. Un enfant même qui ne se porte pas déjà bien, son attitude est un peu différente des autres. Comment on peut les aider? Bon, l'enfant va te montrer va te montrer la personne qui l'a violé. Mais par rapport à ça, tu vas aller trouver les parents du monsieur ou bien de l'enfant qui a violé ta fille. Et voilà les signes, les conséquences, la démarche communicative avec les enfants pour déceler le problème. Alors, docteur, comment on le fait exactement avec la pédagogie, la psychologie, vu qu'on n'est pas expert? Comment ça se passe? Comment détecter qu'un enfant a été abusé? En fait, il faut être très attentif. Et tout se passe, comme ça a été signalé dans le reportage, sur la base d'une excellente communication avec son enfant. Il y a, moi je pense, 2 questions que chaque parent doit poser à son enfant tous les jours, jusqu'à ce que ça devienne un réflexe, que les enfants viennent eux-mêmes donner spontanément la réponse. La première question, qu'est-ce qui t'a fait rigoler? Qu'est-ce qui t'a rendu heureux? Qu'est-ce qui t'a fait sourire? Et la deuxième question, qu'est-ce qui t'a attristé? Qu'est-ce qui t'a fait peur? Qu'est-ce qui t'a effrayé? Qu'est-ce qui t'a choqué? Et si votre enfant a été victime d'une tentative d'abus, vous le saurez. Ou si quelqu'un a essayé d'abuser de lui, vous le saurez. Mais il y a quelques signes aussi qui peuvent alerter. Comme ça a été signalé dans le reportage qu'on vient de voir. Par exemple, des plaies sur les parties intimes, des infections urinaires fréquentes. Si vous observez qu'un enfant a peur, subitement peur des adultes, il a peur du contact physique, il y a peut-être anguille sous roche. Si vous remarquez que votre enfant aime bien déshabiller les autres enfants, regarder ses parties intimes ou se déshabiller devant les autres enfants, jouer avec ses parties intimes, il y a peut-être anguille sous roche. S'il en sait un peu trop sur le sexe pour son âge, avec un vocabulaire assez développé, si un enfant de 6 ans vous parle de position sexuelle, il y a peut-être anguille sous roche. Donc tous ces signes-là doivent alerter, interpeller le parent pour échanger davantage avec son enfant. Okay. Vraiment, ce sont des signes précis, il faut faire très, très attention. Alors, il y a un volet qui est très important et qui me tient à cœur, c'est que dans nos familles, généralement africaines, il y a la loi du silence, il y a l'omerta, il y a des choses qui se passent dans des familles de génération en génération et c'est après, plus tard, qu'on découvre les effets tant psychologiques que psychiques. Comment on fait? Il faut briser la loi du silence parce qu'un agresseur a plus de chances de récidiver quand il n'est pas dénoncé. Il faut qu'on en parle. C'est vrai qu'en fonction du lien qu'on a avec l'agresseur, c'est difficile de le dénoncer. Une fille, des fois aussi dans les familles, on est complice. Il y a des mamans qui savent que leur mari abuse des enfants et qui ne disent rien. Mais il faut demander de l'aide. Parce que celui qui abuse d'un enfant a lui-même besoin d'aide. C'est quelqu'un qui est dépassé par ses propres pulsions et donc qui a besoin d'aide. Il faut briser cette loi du silence, il faut dénoncer. Et il faut encourager ces enfants à pouvoir parler.
Alors, tout part de la communication, on insiste là-dessus. De nos jours, on va dire l'activité même des personnes, des parents est telle qu'on est moins présent à la maison pour nos enfants qu'on devrait l'être. Et l'éducation est un peu déléguée au personnel de maison. Quelles sont les instructions qu'on devrait donner à ceux-ci par rapport à être alerte quant aux enfants, par exemple dans le bain, pour prendre le bain? Est-ce qu'il faut contrôler, il faut fouiller mon enfant et me faire le point? Comment ça doit se passer? Est-ce que vous pouvez reprendre la question? Alors, par rapport à la délégation de nos prérogatives au personnel de maison, les nounous par exemple, et être en alerte sur l'anatomie de l'enfant dans un sens, est-ce que la liste, on donne la liste à la nounou pour dire suivez ici ces parties intimes, fouille là et dis-moi ce qui s'est passé ou comment ça se passe? Ah non, il faut être présent en tant que parent parce que la nounou peut abuser. Et si c'est pas possible, nous par exemple on est là ce matin, c'est sûr qu'on va pas accompagner nos enfants à l'école, c'est d'autres personnes qui vont le faire. Comment clair. Voilà. Il faut quand même aussi qu'on s'occupe d'eux-mêmes en étant ici. On ne peut pas être tout à fait 24 heures sur 24 avec ses enfants, donc on confie ses enfants à d'autres personnes. Mais quand je dis qu'il faut être soi-même présent, c'est par la communication. Il faut communiquer avec ses enfants, il faut soi-même surveiller ses enfants. Parce que l'abus peut venir aussi de la nounou, vous voyez? L'abus peut venir aussi de la nounou. La sensibilisation, la protection, il faut la faire aussi à l'endroit de l'enfant même, pour qu'il puisse se protéger, savoir comment réagir quand il est en face d'une personne mal intentionnée, parce qu'on ne sait jamais. Avec les nounous, il faut fixer quand même des limites. Il ne faut pas accepter que la nounou se déshabille devant l'enfant, par exemple. Il faut interdire à la nounou, si vous la surprenez en train de taper les fesses de votre enfant, il faut lui interdire carrément cela. Il y a des nounous qui, des fois, pour menacer les enfants, les menacent de mettre du piment dans leur partie intime. Ce genre de choses, il ne faut pas tolérer. Il ne faut pas tolérer. Et puis il faut gérer aussi l'environnement visuel de l'enfant à la maison. Les chaînes, la nounou qui se cache pour regarder des chaînes où il y a des... Et puis aujourd'hui aussi, Madame Teloro, moi je suis choquée de voir que de plus en plus dans nos programmes, il y a des dessins animés où des gens sont nus, des dessins animés où les gens se lavent, sont nus. Il y a des émissions aussi qui passent sur toutes les chaînes, parfois la nôtre même, il faut être honnête, où il n'y a même pas d'indication de moins 10, moins 11, tout ça. Notre société favorise aussi les abus sexuels sur les enfants. Tout à fait d'accord. Franchement, là, Marco, vous m'arrachez les mots à la bouche. Même les clips, est-ce que nos enfants ont besoin de voir des adultes dénudés en train de faire des danses sensuelles? Des fois, il y a des chansons même à caractère, des chansons très explicites sur la matière, en fait, sur la pratique. Et puis on voit des enfants en train de danser. Il y a des télévisions, même des chaînes qui font la promotion. Il y a des chaînes qui font la promotion de filles qui se dénudent sur Internet. Et le concept de la masturbation et tout ça, repris par des enfants et tout, et bon, c'est dans les rues. Un enfant, il n'est pas obsédé par la question du sexe. Franchement, ça ne le préoccupe pas. Mais on vit dans une société qui est hyper sexualisée. La télé, Internet, les affiches publicitaires, les chansons. Et tout cela vient percuter l'innocence naturelle de nos enfants. C'est la raison pour laquelle, chez nous, à la maison, en tant que parents, on doit veiller à avoir des cadres sains. Il faut verrouiller les chaînes de télé qui ne sont pas indiquées pour les enfants. Quand vous n'êtes pas là, la nounou peut regarder la télé, les telenovelas avec les enfants. Les enfants vont être témoins de certaines scènes qu'ils vont tenter de reproduire. Donc il faut être vraiment prudent chez soi à la maison, créer un cadre sain chez soi à la maison. Justement, comment baliser quand on parle de créer un cadre sain? Là, on a laissé quand même des instructions, mais on est sorti, on est au bureau et tout ça. On part avec la télécommande, quand on revient, c'est nous qui fixons les règles. Comment ça se passe pratiquement? En fait, par rapport à la télé, il y a plusieurs études même qui révèlent que l'exposition aux écrans est néfaste pour les enfants. Et en fonction des âges, avant 3 ans. Il y a avant 3 ans, pas d'écran pour un enfant parce que ça ne l'aide pas à bien se développer. Et il y a en fonction des tranches d'âge, il y a des temps maximum d'exposition aux écrans. Il faut en parler avec ses enfants. Il faut ensemble convenir des heures de visualisation des écrans. Il faut soi-même contrôler ce que les enfants regardent à la télé. Il faut verrouiller les chaînes qui ne sont pas indiquées pour les enfants. Mais Madame Teloro, quand on a fait ça, on a bien fait ça chez soi. Mais dehors, on n'a pas la main. Parce que dehors, l'enfant, il a beau avoir la meilleure éducation de Princeton ou bien de Harvard, mais quand il sort, le monde aujourd'hui nous influence, ça nous frustre, ça nous harcèle. L'enfant, il a quelles sont les âmes de l'enfant? Quelles sont les âmes de l'enfant dehors? Justement, c'est pour cela que, qu'en tant que parents, il faut qu'on fasse l'éducation sexuelle de nos enfants. Parce que le monde, en parler le plus tôt possible.
En parler le avec plus des tôt mots possible. choisis. Exactement. Il ne faut pas venir raconter tous les détails à un enfant de 2 ans, non. Il faut dire à l'enfant, avant qu'il ne soit pollué par des influences extérieures, ce qu'il a besoin de savoir pour son âge, sans trop en dire non plus. Et chez soi, créer un cadre sain. En quoi consiste l'éducation sexuelle d'un enfant de 2 ans? À 2 ans, votre enfant doit être capable de nommer les différentes parties de son corps, Tout à fait. y compris ses parties intimes. Ça, ce sont les yeux, ça le c'est nez. la bouche, les Et on seins, descend. et on descend. Les parties intimes, chez le petit garçon, sous nos tropiques, c'est le zizi, le kiki. Chez la fille, c'est le toto. Le toto. Voilà. Mais l'enfant doit connaître aussi les mots du dictionnaire. Le sexe. Les petits garçons ont un pénis et des testicules. Et ça ne doit pas choquer. Ça ne doit pas choquer. Parce que ce sont des mots du dictionnaire. Il ne faut pas penser que parce que vous, parents, vous avez donné ce vocabulaire, ces mots-là, pervers et autres. vous êtes pervers et que votre enfant va s'amuser à les ressortir à n'importe quel moment. L'enfant n'est pas omnibulé par la question du sexe. Et votre enfant ne doit pas avoir l'impression que ses parties intimes sont sales, honteuses, perverses. Il ne doit pas avoir cela, non. Sociologiquement, en Afrique, on a peur d'évoquer ça. Mais ça, on va revenir tout à l'heure. Alix a un élément à nous proposer. Alix, il y a un témoignage. Bien évidemment, exactement. Malheureusement, on a un témoignage d'une personne qui a été victime d'abus sexuels et qui nous le livre ici. Avec ma tante, chaque nuit, son mari vient me chercher. Il m'amène dans sa chambre. Il me dépose là-bas. Je dors dans sa chambre. Maintenant, la nuit, il prend son kiki, il met dans ma bouche, dans mes fesses, dans mon toto. Et puis chaque matin, quand je me réveille, je sens qu'il y a un crachat qui sort dans mon toto. Mais je ne sais pas pourquoi, mais sa femme vient. Elle me demande, je fais quoi ici? Elle commence à crier. Donc, je ne sais pas quoi je vais lui dire. J'avais peur de lui parler. Maintenant, un jour, son mari était derrière moi. Donc elle parlait et puis lui il souriait. Mais moi je ne sais pas. Quand je vais lui dire, elle ne va pas me croire. Donc je ne lui dis pas. Je garde. Donc son petit frère aussi, je jouais avec eux. Donc eux, ils me disent que si il me touche. À chaque fois qu'on joue, ils vont me toucher mon toto, toucher mes fesses. Et puis il dit de venir, ils vont voir mon toto, donc il m'en va. Lui aussi, il prend son kiki, il met dans mon toto. Aujourd'hui, j'ai 13 ans. Ça me fait mal d'en parler. Dieu protège nos enfants. Témoignage poignant, mesdames et messieurs. Elle a 13 ans et elle est violée depuis qu'elle a 7 ans. Et voilà, ça montre encore ce dont on parlait tout à l'heure par rapport aux problèmes psychologiques et surtout à l'omerta, au silence dans les familles. Madame Ministre Leroux, dites-nous, quand c'est comme ça, quelles sont les conséquences? On sent dans son phrasé que c'est pas équilibré. On sent qu'elle est, entre guillemets, dérangée un peu psychologiquement. Et le cycle se répète. Voilà. Alors moi, j'aimerais qu'on vienne sur les conséquences de ces actes-là sur nos enfants après. Et les conséquences sont diverses. Elles dépendent de l'âge de l'enfant, du lien avec l'agresseur, du nombre d'abus. Vous voyez, quelqu'un qui se fait abuser par son propre père, par son oncle, est beaucoup plus marqué que quelqu'un qui se fait abuser par un inconnu. Et ces conséquences-là sont vicieuses dans la mesure où elles vont survenir à différents stades de la vie. Une enfant qui est abusée à 7 ans va en payer les frais à l'adolescence, va en payer les frais quand elle sera adulte. Au plan physique, il y a tout ce qu'on a cité, les plaies, les irritations, des maladies sexuellement transmissibles. On peut même avoir des grossesses précoces. Au plan émotionnel, au plan psychologique, un véritable chaos, de la confusion, une perte de repères, de la honte et de la culpabilité. Cela d'autant plus que dans plusieurs cas, la plupart des cas, l'agresseur demande à la victime de garder le silence, soit en l'amadouant, soit en la menaçant. Donc voilà un peu le type de conséquences. Ça peut créer de la boulimie, de l'anorexie, et puis au plan sexuel, créer une certaine frigidité, des troubles pour établir des relations affectives avec les autres, de la prostitution. Et pire, une personne qui a été abusée peut devenir elle-même demain quelqu'un qui abuse de quelqu'un d'autre.
Voilà les conséquences. C'est vrai qu'on a vraiment axé sur le cas de la petite fille abusée, mais il y a aussi des conséquences quand c'est un petit garçon qui a abusé. Et ça se décline comment? C'est pareil en fait. C'est à peu près les mêmes conséquences. Un garçon qui a été abusé peut se transformer lui-même en personne qui abuse. S'il y a eu pénétration, il n'est pas à l'abri des maladies sexuellement transmissibles. Lui aussi, il ressent une confusion, un chaos émotionnel, de la honte, de la culpabilité. Qui a envie de dire qu'il a été abusé? Personne. Pourtant, il y a plein de personnes. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant quand la situation est avérée, quand, Dieu merci, c'est une famille où la loi du silence a été brisée? Comment faire? Comment parer au plus pressé pour rétablir le profil psychologique de l'enfant? D'abord, avant de répondre à cette question, je veux répondre à une question qui est très importante. Comment prévenir les abus sexuels? Je disais tout à l'heure qu'il fallait apprendre à l'enfant à nommer les différentes parties de son corps. Il faut expliquer à votre enfant, dès l'âge de 2-3 ans, que sur son corps, il a des parties, des endroits qui sont secrets. Personne ne doit jouer avec. Personne ne doit toucher ces endroits-là. Si quelqu'un essaie de toucher à ces endroits, l'enfant doit dire non et s'enfuir. Et ces parties secrètes, c'est quoi? Pour le petit garçon, ce sont les fesses et puis ses parties génitales, donc son sexe. Pour les petites filles, la poitrine, et pareil, les fesses et le sexe de la petite fille. Il faut dire à son enfant, si jamais quelqu'un essaie de toucher ces parties, qu'est-ce que tu fais? Tu fuis. Il faut répéter avec l'enfant. Et dès que tu me vois, tu m'en parles. Même si la personne te supplie de ne pas en parler, tu m'en parles, tu fuis, parce qu'il y a des secrets qu'on ne garde pas. Bien préciser à son enfant qu'il ne doit pas accepter de regarder chez les autres ces parties-là. Il ne doit pas accepter de regarder à la télé des gens qui sont dévêtus et qui s'embrassent. Voilà. Ce conseil, croyez-moi, peut faire des miracles. Moi, je discutais avec une maman qui m'a expliqué comment ce conseil avait préservé son enfant d'un abus sexuel. Elle se baladait dans le quartier et à un moment, avec son fils, quand ils sont rentrés à la maison, son fils lui a dit « Maman, tu as vu le jeune homme qui était là-bas ?» Elle a dit « Oui. La dernière fois, il m'a appelé, il a voulu me montrer son kiki et j'ai dit non, j'ai fui. » Vous voyez? Alors, sauf que c'est comme ça. Alors, pour revenir à ma question maintenant, quand malheureusement c'est arrivé, l'enfant n'a pas pu cacher, il a dit. Qu'est-ce qu'on fait concrètement pour ne pas briser la vie de l'enfant? Ce qu'il faut faire, c'est écouter l'enfant, l'écouter et prendre au sérieux ce que l'enfant dit. Vous voyez dans le témoignage qui est passé, la petite disait qu'elle avait peur de ne pas être crue. Oui. Et dans beaucoup de cas, on ne croit pas. Oui, c'est un enfant. Et c'est l'agresseur même qui lui dit non, mais tu ne vas pas croire, elle raconte des pas vérités. Ouais. Parce que sur le front de personne, il est écrit agresseur. Et les agresseurs sont des personnes douces, attentionnées, qui inspirent confiance justement. Donc c'est prendre au sérieux les paroles de l'enfant, l'écouter attentivement, ne pas lui suggérer les mots, laisser l'enfant s'exprimer avec ses propres mots. Même si vous êtes choqué par ce que l'enfant dit, gardez votre calme. Gardez votre calme. Gardez votre calme. Ah, des fois, on a envie d'en découdre tout de suite avec l'agresseur. Hein. Parce que si vous ne gardez pas votre calme, l'enfant peut s'en vouloir de vous avoir bouleversé et ne pas complètement tout dire. Moi, j'aimerais qu'on insiste. Maintenant, quand on a fait ça, qu'est-ce qu'on dit à l'enfant? Les jours qui suivent, comment on le prend? Où on l'envoie? Qu'est-ce qu'on lui dit? Il faut dire à l'enfant qu'il a bien fait d'en parler et que ce n'est pas de sa faute. C'est important d'insister sur ce fait, que ce n'est pas de sa faute. Parce que les personnes sujettes aux abus sexuels se sentent coupables. Dire à l'enfant que ce n'est pas de sa faute. Et on peut faire suivre son enfant par un spécialiste, un thérapeute, s'il a été vraiment choqué. Ensuite, quel genre de thérapeute? Un psychologue normal ou bien un psychologue pour enfants? Un pédopsychologue. Un pédopsychologue. Et en milieu rural, parce que des fois, en milieu urbain, oui, c'est plus facile, on a la pédagogie, on a l'instruction aussi, mais en milieu rural, c'est légion. Là-bas, comment on fait? Mais là-bas, c'est plus difficile parce qu'il n'y a pas justement toutes ces infrastructures. La manière dont le parent peut prendre en charge son enfant, c'est ça, hein, par l'écoute, le rassurer. Mais en milieu rural, il y a la solution parce qu'il y a le chef du village, il y a les notables. C'est vrai que dans nos sociétés africaines, on a les moyens aussi de régler. C'est vrai qu'il y a l'omerta, mais il y a des moyens, il y a toujours un tonton, il y a toujours un conseil qui va se réunir pour aller parler dans le secret pour que la personne arrête. Et puis après, peut-être, on va étaler ça. Il ne faut pas qu'on pense que dans le milieu rural, il y a quand même des moyens de solution. Oui, tout à fait. Mais ici, dans le milieu urbain, là, je vais dire, quand l'enfant a fait ça, le pédopsychologue qu'on va voir, il va faire sa part, mais non, nous-mêmes parents à la maison. C'est ça. Nous-mêmes parents à la maison, en fait, une fois que l'enfant a parlé, qu'on l'a rassuré, tout cela, il faut qu'on évite de faire raconter ce qui s'est passé plusieurs fois. Genre, la tante arrive, pas pour raconter ce qui s'est passé, il faut passer à autre chose. Mais il faut s'assurer que l'enfant évolue dans un cadre sain.
Donc il faut rééduquer un tant soit peu l'enfant à se protéger quant à ce genre d'abus. Exactement. Vous avez un numéro vert, c'est tellement intéressant ce que vous dites là. Est-ce qu'on n'est pas un numéro vert, bien des numéros de téléphone à communiquer pour des parents qui aimeraient avoir des conseils? Pour les orienter. Pour orienter les parents, j'ai un site internet qui regorge de ressources, www.éduquersonenfant.com, une page YouTube. En minuscule? En minuscule, oui. éduquersonenfant.com, une page YouTube, éduquer son enfant, Facebook aussi, pareil. Et là-dessus, il y a pas mal de ressources pour aider les parents. Est-ce que vous connaissez des structures de l'État qui aident dans ce genre de situation-là? Malheureusement... Parce qu'on a reçu le directeur de l'enfance ici, il nous a dit que en Côte d'Ivoire, tout va bien, qu'il n'y a pratiquement pas de problème. Généralement, c'est les assistants sociaux qui sont contactés en premier lieu. Oui. Et le circuit, normalement, suit jusqu'à la prise en charge psychologique, médicale. Parce que des fois, ça fait des dégâts, malheureusement, comme on l'a eu avec le cas de la petite qui est partie. Oui. Voilà. Mais j'aimerais quand même rassurer les parents parce que quand on entend tout ça, hein, on peut être parano. Faut pas créer la psychose. Voilà, faut pas créer de psychose, chercher à interviewer la nounou, etc. À soupçonner tout le monde. Oui, vous êtes venu faire quoi? Le tonton vient plus ici. Ou même livrer son enfant à un interrogatoire rude. Est-ce que tu t'es mise nue devant un tel? Non, non, c'est pas cela. Stresser l'enfant. Si vous stressez votre enfant, vous allez produire l'effet contraire. Si jamais il est victime d'une tentative d'abus, il ne vous en parlera pas, par crainte de vous bouleverser. Donc, une fois que vous avez utilisez les moyens préventifs, passez à autre chose, soyez naturel. N'oubliez jamais, mesdames et messieurs, que l'enfant, c'est sacré, hein, c'est l'avenir de la société. Petite chose que vous remarquez seulement, vraiment, il faut utiliser un peu toute la nomenclature énoncée ici par notre... On était très heureux d'être avec vous ce matin. Alix, c'est fini. Exactement, il faut installer la communication entre les enfants et être vraiment en alerte vis-à-vis de leur évolution. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à Didi Fat pour la tenue et puis on se voit demain jeudi.